Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, une marche de l'opposition autorisée à Kinshasa ce vendredi, à 2 mois des élections en République démocratique du Congo. L'opposition veut mettre la pression sur le régime. Il faut des élections crédibles, libres et transparentes, martèle l'opposition. La RDC peut-elle éviter le fiasco électoral de 2011? C'est la question au cœur de notre premier débat. Près de 650 millions de personnes sont privées d'électricité. L'Afrique face au déficit énergétique, des secteurs entiers sont fragilisés. Comment y faire face? Nous nous rendrons à Djibouti, dans la corne de l'Afrique, où le gouvernement tente d'amorcer une transition vers les énergies renouvelables. À suivre également notre Zoom Société consacré à la lutte contre le paludisme. En 15 ans, l'incidence de la maladie a reculé en Afrique dans certains pays. Des progrès, mais dans d'autres, comme en Ouganda, la maladie continue de faire des ravages avec plus de 9 millions de cas confirmés et plus de 5000 décès en 2017. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Mohamed Ly, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. À mes côtés, Monsieur Clément Yao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur du magazine L'Afrique aujourd'hui. Et à vos côtés, Monsieur Tierno Amidou Baldé, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. On passe tout de suite à l'actualité politique. 21 candidats dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. Au pouvoir et opposition s'organisent pour ces scrutins du 23 décembre. Après 2 reports en 2016 et fin 2017, ces élections présidentielles, législatives et provinciales doivent organiser la succession du président Joseph Kabila à la tête du pays depuis 17 ans. Et à l'approche du vote, plusieurs marches vont être organisées dans les prochains jours. Mobilisation notamment de l'opposition qui se dit déterminée à aller à ces élections malgré son désaccord quant à l'introduction de la machine à voter dans le processus électoral. Reportage de notre correspondant sur place, Jacques Amboka. Il n'y aura donc pas un énième dialogue pour une quelconque transition en République démocratique du Congo. Dans 60 jours, le pays va organiser les scrutins combinés, soit la présidentielle et les 2 législatives. Le Front commun pour le Congo, la plateforme mise en place par le président Joseph Kabila, réaffirme son engagement d'aller aux élections le 23 décembre. La position donc du Front commun pour le Congo aujourd'hui, c'est celle de pouvoir soutenir le processus électoral tel que conçu et mis en œuvre aujourd'hui par les institutions compétentes, en amont la CENI et en aval la Cour constitutionnelle. La machine à voter rejetée par l'opposition n'est plus un préalable pour le principal parti de l'opposition. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti d'Étienne Tshisekedi, aujourd'hui dirigé par Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle, avec ou sans cet outil, on doit aller aux élections. Refuser d'aller aux élections, c'est accorder un chèque en blanc à M. Corneille Nangaa, accorder un chèque en blanc à M. Joseph Kabila de s'éterniser au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons dit nous allons partir aux élections avec ou sans machine à voter, puisque Chadari, dont vous venez d'évoquer, n'a pas un discours. Il va dire quoi? L'opposition et la majorité prévoient chacune la tenue des manifestations ce week-end à Kinshasa. L'opposition va manifester sans l'UDPS contre la machine à voter ce vendredi 26 octobre. Quant au FCC, il tiendra son premier meeting le samedi 27 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Un week-end mouvementé qui, aux yeux des observateurs, annonce les couleurs de la campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre. Alors l'opposition fléchit là un petit peu sur l'utilisation de la machine à voter, Clément Yao, un rétro-pédalage entre guillemets, mais il faut bien dire aussi que le régime ne lui a pas véritablement laissé le choix. Donc là, pour l'opposition, l'objectif c'est donc d'aller avec ou sans la machine à voter à ces élections. C'est ça le plus important. Mais tout à fait. Je crois que l'opposition a pris la bonne décision parce que la politique, la chaise vide n'a jamais payé. Comme eux ont certainement tiré les conclusions de ce qui s'est passé en 2011, je pense qu'en acceptant d'aller à ce scrutin présidentiel,
ce serait aussi une manière à eux de participer à cette démocratie aussi, de mettre aussi le pouvoir devant les faits accomplis. C'est vrai que la machine à voter, si cet instrument permet d'avoir un certain transparence dans le vote, pourquoi pas? Pourquoi ne pas y aller? Même si au niveau de la loi électorale, cette machine ne figurait pas. Et d'ailleurs, c'est ce point que l'opposition s'est beaucoup exprimée, n'a pas voulu que cette machine soit introduite dans le vote. Mais il y a aussi le fichier électoral aussi qui pose aussi problème, puisque certains parmi les opposants ont relevé qu'il y a près de 10 000 électeurs fictifs qui figurent dans ce fichier qu'il faudra aussi clarifier pour que ce fichier soit un fichier qui respecterait un peu les normes démocratiques au Congo. Alors on va peut-être pouvoir en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Mohamed Ly, l'opposition n'avait pas véritablement le choix. Oui, non, mais je pense qu'il y a un rendez-vous républicain qu'il faut respecter. Il est temps que, parce que depuis 2016, on repousse une échéance où il faudra donner la parole au peuple congolais quand même, qui décide de qui doit gouverner. Après, sur les machines à voter, il y a vraiment un sujet. Le sujet qui a été, et il y a d'ailleurs eu 15 recommandations de la Ministère for Democracy, de la Fondation, qui recommandent 15 points qu'il faut améliorer dans ce processus. Maintenant, le plus important au Congo et partout ailleurs en Afrique, c'est de sécuriser le vote d'amont en aval, c'est-à-dire de sécuriser les périodes post-électorale, l'élection en elle-même le jour dans son déroulement et les périodes de suivi des élections qui sont souvent des périodes troubles. Et je pense qu'il est de la responsabilité de l'UDPS, qui est quand même le parti d'opposition le mieux placé si jamais le pouvoir change de place, avec Félix Tshisekedi, de participer pleinement à ce processus, comme l'a bien dit mon confrère, que c'est la politique de la chaise vide profite toujours au pouvoir en place. Tierno Hamidou Baldé. Alors moi, je reste très partagé ou opposé à cette idée. Je pense que le rendez-vous républicain est bien, mais lorsque le processus électoral est vicié, le meilleur engagement pour un homme politique, c'est de refuser d'aller au processus électoral. Même pour un pays comme la République démocratique du Congo qui attend ces élections depuis 2016. Oui, en fait, il faut prévenir notamment des violences post-électorales lorsqu'on sait déjà d'avance que le processus est vicié. Je rappelle simplement que la crédibilité du scrutin, c'est-à-dire la transparence des élections, et notamment en Afrique, c'est un problème pour tous les pays africains. Et on dépense des millions, près de 40 millions par exemple en Guinée, ou plus de 40 millions de dollars au Congo. On achète des machines que je trouve que c'est inopportun de s'engager à acheter des machines pour combien de bureaux de vote au Congo. C'est beaucoup de dépenses d'argent, alors que les acteurs du processus électoral n'en veulent pas. Pourquoi alors aller vers ces machines-là, sauf mettre notamment le peuple congolais, le lendemain d'une élection frauduleuse, à aller manifester, à se faire tuer, simplement parce que le processus électoral, il est vicié. Le processus électoral, c'est avant, pendant et après les élections. Avant les élections, il y a le fichier électoral qui pose véritablement un problème et qu'on a vu qu'en Afrique, même la biométrie n'arrive pas à résoudre le problème de contestation du fichier électoral. Ensuite, c'est notamment l'implication de l'administration qui va s'impliquer pour vicier le processus électoral, le cas du comportement de la CENI. Je pense que pour la crédibilité du scrutin, une CENI devrait être très responsable pour dire que s'il y a des acteurs du processus électoral qui contestent notre façon de travailler, il faut qu'on se remette en cause. Il ne faut pas attendre notamment qu'on parte à des élections et que demain, il y ait des violences électorales. Je pense que c'est une irresponsabilité. Et je trouve très dommage notamment que le Congo, qui a attendu pendant plusieurs années afin d'aller à des élections et élire un président qui sera légitime, plutôt on aura notamment un président qui sera illégitime, qui sera contesté, aller en violence électorale. Je trouve que c'est dommage. Clément oui, Yao. Effectivement, je m'accorde un peu avec mon confrère à côté, M. Tierno, voilà, effectivement, en Afrique, ce qu'on a pu constater, c'est que les élections, bien avant qu'elles n'aient lieu, déjà, on voit que tous les ingrédients d'une crise post-électorale sont réunis. C'est fut le cas un peu partout. C'est vrai que quand on regarde le cas de la RDC, effectivement, si aujourd'hui l'opposition s'est réunie à Johannesburg, en Afrique du Sud, c'est effectivement pour appeler un peu l'opinion internationale, notamment la communauté internationale, à vraiment à suivre cette élection pour qu'elle soit beaucoup plus inclusive et transparente. Bon, c'est vrai que quand on regarde bien ce qui est en train de se passer, la machine à voter, finalement, comme l'a souligné M. Tierno, pour moi, ce n'est pas vraiment utile.
Déjà, les populations ont du mal à voter, mais c'est que pour le bulletin de vote, les électeurs ont du mal à reconnaître même les candidats. Vous imaginez pour une machine à voter, comment est-ce que ces électeurs, très souvent, ne sont pas instruits sur ces questions-là, pourront voter de façon démocratique. Donc, toutes ces questions se posent. Est-ce que la population a été entraînée, instruite sur ces questions de la machine à voter, qui est certainement une première en RDC? Donc, il y a toutes ces questions à soulever. Maintenant, la machine en elle-même, elle vient d'où? Quelle est l'origine? Quelle est sa fiabilité? Parce qu'on l'a vu, même aux États-Unis, on l'a vu. Même la machine à voter pose aussi problème. C'est qu'on peut les truquer, les machines. C'est une machine sud-coréenne. Voilà. On en a parlé en fait la semaine dernière sur ce même plateau. Une machine déjà décriée quand même aux États-Unis, en Argentine, bref, dans de nombreux pays qui ont essayé de l'introduire. Donc effectivement, ce sera une grande première en République démocratique du Congo. Le pays n'est pas prêt à cette machine, Clément Yao. Moi, c'était Vetalux, cette machine qui sert vraiment moi, elle ne sert même pas à grand-chose. Parce que comme je l'ai souligné, le vrai problème, d'ailleurs on l'a vu un peu dans plusieurs pays africains, les électeurs ont du mal à identifier même les candidats. Il faut le dire, bon, très souvent on dit aux populations, si vous voyez deux doigts sur un cadre d'électeur, c'est moi, il s'agit de moi. Si vous voyez telle image, donc ils sont encore dans le symbolisme. Vous imaginez une machine à voter? Comment est-ce que cette population peut s'en sortir? Je crois qu'on va souligner M. Tierno, c'est une élection qui est vraiment biaisée d'avance. Mohamed Ly, on se souvient en 2011, la manière chaotique, entre guillemets, dont a été élu le président Joseph Kabila. Est-ce qu'une nouvelle fois, cette année encore, le pays se dirige vers un fiasco électoral, en tout cas un manque de crédibilité dans le scrutin, notamment présidentiel, donc du 23 décembre? C'est probable, mais cela n'enlèvera pas de la légitimité. Et aujourd'hui, des gens qui sont au pouvoir, comme Joseph Kabila et celui qu'il met en place, il cherche juste de la légitimité. Nous ne sommes pas dupes en Afrique. Quels sont les pouvoirs qui peuvent démontrer par tous les moyens que le pourcentage qu'ils ont aux élections sont des pourcentages réels? Ça m'a fait sourire sur une population de votants de 40 millions qu'on parle d'un fichier à un différentiel de 10 000. C'est de petits joueurs. Je pense que c'est une erreur, notamment sur le fichier, on conteste à 16%. Je pense que 16%, ça dépasse largement 10 000. C'est une erreur de sa part. Donc 16%. Ça devrait être une... Si c'est 16%, voilà. C'est quand même un pourcentage effectivement conséquent. Mais pour dire... j'ai entendu votre argumentaire et on comprend très bien quelqu'un qui est dans l'opposition, comme je l'ai été parce que j'étais aussi mon fondateur d'un parti politique. Et au Sénégal, nous l'avons réussi. C'est-à-dire pour dire que la démocratie, c'est quand même le fruit des gens qui s'agrippent au pouvoir et d'une opposition qui les pousse à la transparence et à la transformation sociale et politique d'un pays. Et aujourd'hui, l'UDPS a raison, jeudi, de ne pas boycotter ces élections-là, de mettre au vu de tous les observateurs, tous les dysfonctionnements, mais il y a une chose, s'il y a raz-de-marée, il y aura un pouvoir qui part. Abdou Diouf a été président d'un parti qui a fait 40 ans au pouvoir. On nous avait dit, vous n'y arriverez jamais. À 70%, quand un peuple se décide, ce n'est pas la même chose. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de dire ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Sénégal ou ailleurs, ça équivaut au Congo. Les enjeux sont autres. Nous avons vu comment on est arrivé déjà à ne pas avoir M. Kabila en tant que candidat. Aujourd'hui, il a un poulain. Le peuple congolais va se décider. On ne peut pas ad vitam aeternam, parce qu'aussi, au nom du consensus, nous n'allons pas suivre, et je le dis souvent en Afrique, le diktat de l'opposition. Ce n'est pas parce que l'opposition... Je trouve très dommage, je ne sais pas si... Vous me laisserez finir, s'il vous plaît. D'accord, très bien, allez-y. La parole. Je trouve très dommage qu'au nom du consensus, comme on a arrivé, et moi je suis très fier de donner l'exemple du Sénégal avec le Code Kebambé, on a eu un consensus en 92 qui a d'ailleurs fait partir le Parti socialiste en place. Mais au nom du consensus, on ne peut pas prendre en otage une population en disant parce que nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas possible. Il y a de la légalité et de la légitimité. Une fois que cette légalité, parce qu'à la base... Alors là, vous parlez du pouvoir ou de l'opposition congolaise? De l'opposition au Congo. C'est pour ça que l'UDPS se démarque. Parce que l'UDPS va vers la légalité. On est d'accord que les sages... Mais alors, est-ce qu'on peut véritablement dire que c'est l'opposition congolaise qui a pris le peuple en otage depuis 2016? Non, mais je parle de l'otage de la recherche de consensus. Parce que quel que soit l'état de fait de la recherche de consensus, à un moment, un pays, il y a des gens qui le dirigent, qui de toute façon ont une confiance
pour décider de ce qu'il faut faire, même si nous pensons qu'ils n'ont pas la légitimité de le faire. Mais une fois que les règles du jeu sont fixées, et les sages constitutionnels en Afrique, nous sommes d'accord, je ne leur fais pas tout le temps confiance, les conseils constitutionnels ont tout validé, mais je donne l'exemple, et c'est très bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Macky Sall, il a été président du Sénégal, parce qu'au moment où les gens se battaient contre le 3e mandat d'Abdoulaye Wade, et qu'il a compris que le Conseil l'a de toute façon validé, et que nous sommes dans une légalité, à ce moment-là, il a fait une campagne, il a eu la 2e place qu'il a qualifiée au 2e tour. Et comme ça, il a battu. Donc il faut aussi rester dans la légalité. Et ensuite Clément Yao. Alors moi, quand j'entends que l'opposition prend en otage le peuple, je dis mais ce n'est pas possible. C'est plutôt le pouvoir qui prend en otage le peuple congolais. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition est une victime parfaite de ce qui se passe au niveau du Congo. Et je trouve encore très dommage que l'organisation d'une élection, lorsque les acteurs, les principaux acteurs contestent le processus électoral, que la CENI ne se remette pas en cause pour dire, ben, écoutez, ce qu'on est en train de faire, si les acteurs ne sont pas d'accord, ben, ne partons pas vers notamment l'utilisation de ces machines-là. Parce que pour prévenir ce qui va arriver demain, c'est la contestation. Et je trouve aussi très dommage aujourd'hui qu'au niveau du Congo, peut-être, parce que l'ancien opposant est décédé, paix à son âme, il aurait pris une décision, peut-être dire que je ne participerai pas à un processus électoral qui est déjà vicié, parce que c'est quelqu'un qui est habitué notamment à participer à des élections, et à chaque fois il perd des élections, parce que le processus électoral il est vicié, c'est pas parce que cette personne n'a pas la crédibilité au sein de la population. Je pense que c'est une grande figure de la lutte pour la démocratie au niveau du Congo. Et ce qui m'inquiète au niveau du Congo, c'est un pays quand même en guerre où il y a des armes. Et qu'une contestation notamment du processus électoral après les élections, ça peut aller notamment à des pertes de vies humaines énormes. Et c'est pour des années de conflit. Et ça, c'est très grave. Aujourd'hui, la communauté internationale ne joue pratiquement pas ce rôle. Au niveau des États, il n'y a pas d'arbitre. Alors, en même temps, le pouvoir congolais a rejeté l'implication de la communauté internationale dans le processus. Oui, mais la communauté internationale aujourd'hui, il y a la question de la géostratégie. Les grands États ne s'entendent jamais pour venir notamment défendre l'intérêt du peuple congolais. C'est souvent d'abord l'intérêt de leurs États qui sont en jeu. Aujourd'hui, le processus électoral, on se retrouvera ici après les élections, c'est en décembre, c'est bientôt, mais ça va conduire à des violences électorales. Alors on continue d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite. Okay.